Donc Nicolas Luneven, bonjour. Bonjour. Sur quel bateau se trouve-t-on ce matin avec Voiles et Voiliers? Alors on est sur Corum l'Épargne, le bateau de Nicolas Troussel. Donc là, on est quand même dans un cockpit qui est assez spécifique, assez étonnant, très protégé, intégré dans la coque, de façon, je veux dire vraiment dans la continuité de la coque, ce qui n'est pas le cas de tous les bateaux. Comment est-ce qu'il a été pensé ce cockpit? L'idée c'était effectivement d'être protégé au maximum. Finalement, on n'est pas vraiment les seuls comme ça, parce qu'il y a aussi Hugo Boss qui lui a un cockpit qui est complètement fermé. Et il y a aussi des bateaux comme Apivia qui sont dans des solutions hybrides avec un design conventionnel, mais malgré tout avec une sorte de cabane fermée quand même. PRB aussi a fait des modifications sur le bateau. Donc là, c'est vrai que ça a été conçu dès l'origine du bateau, en intégrant et en prenant en compte toute la largeur disponible de la coque pour faire un cockpit le plus grand possible. Ouais, c'est extrêmement grand, parce que bon, même moi qui suis assez grand, je tiens quasiment debout. On voit que la protection au niveau du plafond, elle est en dur, elle est vraiment longue également. On voit que là il y a des bâches. Est-ce que c'est des bâches qui vont être utilisées oui. En mer? Si elles sont là, c'est pour être utilisées. En fait, elles sont en 3 parties. Donc on a la possibilité de fermer entièrement le bateau ou de le fermer partiellement. D'accord. Donc on imagine assez facilement qu'elles vont être principalement sollicitées dans les mers du Sud. C'est l'évolution un petit peu de ces bateaux qui, étant de plus en plus rapides, en fait, nécessitent une protection de plus en plus forte, particulièrement dans ces zones exposées. Ouais, c'est le concept général du bateau, c'est d'essayer d'être protégé au maximum, d'où ce cockpit très grand qui permet d'avoir l'ensemble du poste de manœuvre et les réglages à l'abri. Et du coup, les bâches, j'ai envie de dire que ça vient compléter ce dispositif avec ce côté optionnel, amovible, qui permet aussi, quand il fait beau, quand les conditions sont clémentes, de totalement les ouvrir pour faire rentrer un petit rayon de soleil, un petit peu d'air frais, pour pouvoir mieux apprécier le réglage des voiles ou des choses comme ça. Oui, parce que c'est vrai que la visibilité, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître avec les nouveaux cockpits. Ça devient un vrai problème, parce qu'effectivement, on s'enferme, on se carapate, on se met à l'abri, mais résultat, on voit plus où on va. Donc il faut, il y a quand même des grosses bulles qui permettent de passer la tête pour voir devant. On a aussi un système de caméras sur le bateau qui reviennent sur des écrans. Normalement qui vient se clipper là, ou alors à l'intérieur la table à cartes, on peut aussi récupérer sur les écrans d'ordi les caméras. Mais bon, c'est clairement une tendance de ce Vendée Globe, c'est-à-dire que les caméras ne servent plus seulement à filmer le skipper, mais également à l'aider dans le réglage de ses voiles et à voir tout ce qui se passe en extérieur. Ouais, tout à fait, c'est réglage des voiles, c'est pendant les manœuvres, quand on est à la colonne, voir ce qui se passe sur la plage avant, voir éventuellement devant le bateau. Aujourd'hui, on a des caméras qui sont dédiées que pour ça. Donc si on devait faire un petit tour rapide du cockpit d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on pourrait le décrire? Là on voit qu'il y a toute une série de bouts ici qui arrivent, on imagine de l'avant. Attends, je vais me lever. Voilà. Du coup, là on a tous les bouts arrivent par 2 goulottes depuis le pied de mât. Il y a la quasi-totalité des réglages qui arrivent là, les drisses, les amures de voile d'avant, les prises de riz, les bosses d'enroulement, certains réglages de voile d'avant, et puis après on en a d'autres qui sont un petit peu plus planqués, par exemple ici, là les deux, il y en a qu'un qui est passé, mais ici ça c'est aussi un réglage de voile d'avant. Et les écoutes, elles, passent par le tableau arrière et reviennent au niveau des chaussures, des pieds de Basile, ainsi que les bastacs. Voilà. Hop, ça c'est la bastac et le chariot de grand voile. Et les systèmes de relevage de safran qui sont là, c'est le palan bleu qui est ici, et les hydros qui sont à l'arrière sur la barre d'écoute de grand voile. C'est tous les petits palans là qui se promènent, ça c'est pour les hydros. D'accord, très bien. Oui, donc excessivement protégé avec toutes les... Donc tu peux tout faire en étant protégé. D'accord, très bien. L'idée c'est que Nico mette le moins possible sa veste de sirène.
Donc la navigation en short, quelles que soient les conditions météo. Ouais, alors bon, en short, on va pas le vendre comme ça non plus, mais non, faut pas être trop optimiste parce que bon, les bâches c'est pas non plus 100% étanche. On a essayé ça, c'est déjà une deuxième version pour essayer d'être un petit peu plus blindé au niveau des zips, des points d'accroche des bâches pour essayer de faire passer moins d'eau. Mais bon, on parle des foils et de bateaux qui volent. Faut pas oublier quand même que dès qu'il y a un petit peu de mer, ça s'apparente quand même plutôt à des sous-marins, les bateaux. Donc il y a beaucoup d'eau à passer sur le pont et malgré toutes ces protections, il y a quand même un petit peu d'humidité qui arrive à pénétrer dans la cabane. Très bien, on continue un petit peu la visite. Là, donc on a cette colonne ici au milieu avec une série de winch voilà, que vous sollicitez selon les actions que vous avez à faire. On voit que on a vraiment la place là, de pouvoir vraiment bien wincher sans difficulté. Là, pour les gens pour qui c'est pas forcément super évident, on a une série de petits tableaux ici. À quoi ça correspond? Ça, c'est des tableaux de réglage. Évite de trop zoomer pour pas que on divulgue à toute la terre entière et à nos concurrents nos réglages. Bon, même si c'est pas non plus du secret défense puisque chaque bateau étant différent, les configurations de foil, de ballast, de matossage, de quilles, etc. Varient au final d'un bateau à l'autre. Donc, mais bon, ça c'est effectivement c'est des tableaux, des petits mémos rapides des abacs de réglage du bateau. D'accord, très bien. Alors on va rentrer un petit peu dans le bateau si tu veux bien. Ouais, alors attends, je vais voir s'il y a un côté à favoriser, peut-être l'autre, si ça te dérange pas. Ah non, moi je suis, y a pas pense, de problème. attends, vas-y viens par là. Basile, on peut t'embêter 2 minutes ou pas? Hop. Voilà, alors les entrées sont vraiment assez grandes, c'est assez agréable. Enfin, en tout cas c'est agréable à quai. Si, ça l'est aussi, ça l'est aussi en mer. Tout n'est pas forcément parfait et agréable, mais ça, rentrer, sortir du bateau, c'est plutôt pas mal. Là, oui, il y a bien 2 mètres, plus de 2 mètres sous barreau. Là, c'est vraiment un grand habitacle, enfin en tout cas un intérieur relativement haut, en tout cas au moins. Bah du coup on tire avantage de ce bateau extrêmement volumineux et du coup du volume qui a été créé pour le cockpit et du coup qui se propage un petit peu quasiment jusqu'au pied de main. Du coup ça permet d'avoir le côté bénéfique, c'est que ça permet d'avoir un intérieur très spacieux avec effectivement comme tu dis la hauteur sous barreau, alors qu'il y a je pense pas mal de bateaux où on tient toi tu tiens pas bien debout ou alors que au milieu. Donc c'est sûr que ça change pas mal. Est-ce que je dois faire un petit tour là? Je devine la table à cartes. Oui, du coup il y en a une de chaque côté. Une de chaque côté, ok, très bien. Tout à fait. Ensuite, si tu avances... Il y en a une de chaque côté, c'est pour quelle raison précise? Bah on a pas mal cogité l'hiver dernier pour savoir exactement quelle était la meilleure solution. Je sais pas si on a trouvé la meilleure par rapport à la configuration du bateau, mais l'intérêt c'est de pouvoir toujours être au vent. On a aussi du coup une place, enfin la position de l'écran permet de voir les infos informatiques quand on est, on va dire, en poste de veille dans le cockpit. D'accord. Donc il y a pas mal de bateaux qui commencent à mettre des écrans d'ordinateur carrément dans le cockpit à l'extérieur. Nous on en a eu un à l'extérieur au début et puis au final on s'est rendu compte qu'on s'en servait pas parce qu'en fait avec la table à cartes ici, tu peux être en poste de veille, tu vois tes infos de nav quand tu es à l'extérieur. Comme c'est très facile, tu t'en es rendu compte et tu l'as noté, c'est assez facile de rentrer et de sortir du bateau. Tu vois, il y a juste une marche à descendre. Là, tu as un petit siège pour t'asseoir. Donc en fait, tu peux être assis à la table à cartes ici. Petit siège en carbone. Tu peux être assis ici à la table à cartes. Il suffit de te reculer, de tourner la tête pour voir un petit peu dans le cockpit ce qui se passe. Donc tu vois pas encore bien les voiles quand tu es à la table à cartes, mais bon, t'es quand même. Voilà. On est à l'intérieur tout en étant dehors un petit peu. Ouais, t'es à l'intérieur, mais t'es prêt à sauter dehors s'il faut, ou tu peux être à l'extérieur et continuer à regarder ton écran. Ouais. Donc voilà la raison de. Il y a peut-être une histoire de
fiabilité aussi. Et il y a aussi une histoire de fiabilité, c'est que entre emmener un écran de PC que tu vas matosser pendant 2 mois et demi dans un sac où tu vas pas savoir où le mettre et au final tu risques de le casser juste parce que t'as pas trouvé un endroit où le stocker. Bon bah là du coup on en a 2 fixes. Il y a 2 PC à bord, il y a 2 écrans, il y a 2 claviers, il y a voilà. Doubler les choses. Ça fait aussi des solutions de secours. Pour de longues distances. Ouais. Ça. Et puis on avait une problématique de toute façon en fait on avait aussi étudié la possibilité d'avoir une table à cartes centrale qui pivote, mais on était bloqué par ce tube là. Celui-là a été rajouté après, mais on était bloqué par ce tube là parce qu'en fait là-dedans il y a des petites choses qui passent dans ce tube-là, donc il avait sa place obligatoire ici, on pouvait pas le mettre autrement. Et du coup, ça nous empêchait il nous bloquait le côté pivot de faire une table à carte centrale. Donc tout est affaire de compromis en matière d'architecture, spécifiquement naval pour des exercices comme celui-ci. On continue un petit peu. Ouais, si tu veux, avance, si t'as gaffe, t'as juste des tuyaux là. Une belle cuisine là qui se présente à nous. Ouais, alors écoute, normalement elle est pas là la cuisine. Là on a. Ah oui d'accord. C'est parce qu'on a Fifi qui se cache dans le compartiment moteur. En fait, ça ce sont les goulottes dans lesquelles passent les bouts du piano qui arrivent du pied de mât. Bah d'ailleurs ce qu'on appelle la cathédrale est ouverte, donc on voit les bouts qui arrivent par là. Je vois que il y a des petits messagers là, ça doit bricoler. Voilà. Dessous on a la tête de quille. Là où est Fifi, il y a le moteur. C'est un peu le centre névralgique du bateau ici, oui, parce on voit bien que tout revient ici. On voit que là, en termes de câbles, donc là, il y a tout le électronique, c'est quand même assez fourni. Hein. Donc en dessous, il y a moteur, batterie, système de quilles, des salles. Partir dans l'espace. Un peu, hein, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre on a un peu. Et puis après tous les retours. Je vois les boîtes des hydrogénérateurs, voilà. Donc il y a pas mal de choses qui se passent ici. Le système de quilles aussi, ça c'est les gros tuyaux noirs sont là. Et puis au-dessus, là, sur toute la cloison, comme tu l'as vu, c'est vraiment là, c'est tout ce qui est partie électronique, informatique, système de communication. Voilà, j'ai fait le tour. Tout ça représente pas mal de poids. Est-ce que c'est quelque chose justement qui est placé ici aussi pour une histoire d'équilibre général? Au final, quand tu regardes, t'as pas trop le choix. Ouais. Alors c'est vrai qu'en l'occurrence c'est au milieu du bateau, mais c'est plutôt en hauteur, donc c'est pas forcément l'endroit rêvé. On cherche plutôt à baisser les poids le plus possible, mais par contre ça reste accessible. Ouais. Si tu regardes bien, il y a des petites étiquettes sur chaque câble, donc en fait il y a des solutions de backup qui existent et du coup il faut éventuellement changer des câbles. Je te donne un exemple, par exemple, tu vois là, ce câble là avec un petit bouchon, il est fait pour venir se brancher ici. Ça ce sont les 3 pilotes du bateau. C'est-à-dire que s'il y a un câble par exemple qui est défectueux, il y en a un qui est déjà prêt à le remplacer. Voilà, exactement. Quasiment tout est doublé, voire triplé. Donc il faut quand même que ce soit dans des endroits qui soient relativement accessibles pour que si jamais il y a des changements de câblage, des vérifications à faire, tu sois pas la tête à l'envers. C'est déjà suffisamment inconfortable comme ça. Si en plus tu te mets des bâtons dans les roues, tu vas pas réussir à mettre en place tes solutions de dépannage, quoi. Donc c'est aussi l'intérêt d'être ici. C'est plutôt en hauteur, donc c'est à l'abri de l'humidité si jamais il y a un peu d'eau dans le bateau. C'est accessible, tout en étant dans un endroit relativement protégé, parce qu'en fait là, il va pas se passer grand chose. Au niveau matossage, etc., t'es protégé au niveau matossage avec justement les tubes qui sont là. Donc matossage, ça se fait juste devant les tubes. Donc voilà, il y a aussi d'autres éléments qui sont là. Tu vois, sur la gauche du pied de mât, ici, ça c'est tous les systèmes qui descendent du mât justement. Ça doit représenter une sacrée longueur et un certain poids finalement. Tous ces. Ouais. Et t'as aussi, et du coup je finis, t'as aussi, tu vois là, il y a des câbles qui rentrent, qui traversent le haut, parce qu'en fait là au-dessus c'est pas directement le pont. Oui. On a, alors je sais pas si tu arriveras à voir par la bulle qui est là à droite. En fait, t'as ce qu'on appelle nous on appelle ça la roof box. En fait, t'as une boîte qui est collée sur le pont à droite, qui permet de mettre à l'abri les antennes. Okay. Donc en fait, tu as des antennes qui sont juste posées au-dessus, qui sont dans une énorme boîte protégée. Et du coup, les câblages redescendent là.
et ça permet de pas être trop loin. Tu vois, les câbles repartent directement ici, donc ça, les câbles, voilà, tout est centralisé, c'est près du pied de mât, c'est du coup les antennes sont juste au-dessus, c'est près des tables à cartes. Et c'est justement le centre névralgique ici. Et tu as des afficheurs qui sont dans le cockpit à l'extérieur qui sont juste de l'autre côté, parce que là derrière ma main c'est le cockpit et du coup les afficheurs extérieurs sont juste de l'autre côté. Donc c'est vraiment c'est le centre névralgique. Tout se passe ici. Très bien, écoute, on est très heureux que tu... Et alors la cuisine normalement... Oui, alors voilà, revenons sur la cuisine normalement, elle est là. Ok, très bien. Là on est censé... en fait c'est quand on bricole pas, il y a un petit panneau en forme de triangle qui ferme l'espace entre les deux boulottes. Un beau plateau de cuisine. Et ça fait un beau plan de travail Ikea. Ouais, il va pouvoir se faire des bons petits plats. Et du coup tu as un compartiment poubelle, un compartiment... avec le petit réchaud à gaz et puis un petit compartiment rangement, voilà, avec les bonbonnes d'eau. Ramener tous les déchets évidemment qui sont produits pendant le tour, voilà. Donc, avec tu vois les bonbonnes d'eau qui arrivent directement du dessal. Donc toi c'est pareil, c'était optimisé. Le dessal il est juste de l'autre côté de cette petite cloison structurelle. Dans une logique de circuit court. Et le tuyau, tu vois, il arrive là, il remplit la bonbonne et puis t'as plus qu'à venir remplir tes gourdis. Très bien, j'irai pas jusqu'à dire que ça donne envie, mais en tout cas c'est très bien, c'est très bien élaboré. Là donc on était dans le centre névralgique, on va regarder un peu plus loin. Là donc on se rapproche plutôt de l'endroit où les voiles sont stockées. Voilà, devant là tu dois voir sur ta caméra, voilà, tu as un passage en fait là donc là on vient de quitter on avait le centre névralgique au niveau de tout ce qui est système embarqué. Là c'est le centre névralgique, on va dire structurel du bateau, parce qu'en fait on a les vérins de quille qui sont ici. C'est là que ça va être solide. Donc c'est là que ça va être solide, c'est pour ça que tu vois il y a des cloisons, des renforts, des cloisonnages un peu dans tous les sens. Et puis tu as le pied de mât qui est juste posé au-dessus, donc c'est pareil. Et tu as les foils qui sont juste là, tu vois, c'est pareil. Tu vois le puits de foil ici, on voit, voilà, le puits de foil est là. Donc tout ça c'est une zone qui est extrêmement quadrillée en termes de structure, parce que c'est là où il y a le plus de contraintes entre la quille, les foils et le gréement. Ça c'est la cloison des tirants, ce qu'on appelle les tirants d'outrigger qui reviennent et qui sont repris sur un énorme axe ici. Donc ça, cette cloison-là aussi fait partie, on va dire, de tout ce maillage-là. Devant tout ça, il y a la soute à voile que tu as pu voir tout à l'heure avec les voiles qui sont stockées. Et voilà, là on a les ballasts. Et du coup, une bannette de chaque côté là-haut. Et voilà. Très bien, donc là c'est toute la partie... Grand confort pour la croisière. Bah oui, écoute, en tout cas, en termes de volume... en termes de volume, on est servi. C'est sûrement pas le moins confortable. Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est vrai que pour ça c'est assez agréable, parce qu'il y a c'est un bateau, il y a beaucoup de place. Parce qu'on a fait quasiment toutes les naves, on a fait beaucoup de naves en équipage, à 2, à 3, voire des fois à 4. Sans trop se marcher dessus, quoi. Promiscuité un petit peu quand même, mais... Tu me disais tout à l'heure que tu fais partie de ceux qui ont le plus navigué sur le bateau. Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais résumer un petit peu à la fois la philosophie générale du bateau et comment ça se manifeste pratiquement sur l'eau? Écoute, la philosophie générale du bateau, je pense que c'est la même que pour les autres, hein, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible avec ces fameux foils. Nous on a cherché à avoir des foils, on espère, le plus polyvalent possible, en même temps pour essayer de décoller tôt, sans trop décoller non plus. On n'a pas une philosophie de bateau qui cherche à aller le plus haut possible, mais plus juste de sustenter légèrement la coque et de pouvoir avoir des vitesses moyennes élevées sans forcément avoir des pics très importants, avec des foils qui marchent. Pour un parcours aussi long. Voilà, pour une utilisation solitaire, avec des foils qui commencent à être efficaces très tôt, dès qu'on est au près, dès qu'on abat après le près, c'est des foils qui commencent à être efficaces. Après, la philosophie propre à ce bateau-là, c'est le cockpit, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, écoute, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La fiabilité, évidemment, hein, on sait que la fiabilité c'est une des grosses problématiques de cette course, de ces bateaux-là. Le fait d'être tout seul, on a vu que nous, Corom, on n'a pas non plus été épargnés par ces soucis-là, puisqu'il y a quelques semaines, le bateau a refait un petit passage en chantier suite à une navigation dans des conditions musclées qu'on avait fait. On s'était rendu compte que le fond de coque à l'avant était un petit peu abîmé.
Donc on a renforcé ça sérieusement avant le Vendée Globe. Mais on n'a pas été les seuls. D'autres bateaux sont passés aussi par là cet été. Donc voilà, on espère que cette case-là est bien cochée pour pas que Nico ait de soucis de ce genre-là pendant les semaines et les mois qui viennent. Alors pour conclure, si tu devais résumer en quelques mots les sensations à bord d'un bateau comme ça qui vole, qu'est-ce que tu dirais, surtout par rapport à un exercice aussi long que le Vendée Globe, quelles vont être les contraintes qui vont s'exercer sur les marins? Ah bah ça, je sais pas si je vais pouvoir te résumer ça, c'est ta question, parce qu'il y a plein de trucs à dire, mais la fin de ta question est intéressante parce que tu parles des contraintes sur le marin. Et oui. Parce que finalement, je pense qu'avoir un bon ostéo dans l'équipe est primordial. J'espère que Nico a déjà pris rendez-vous pour son arrivée, parce que c'est vrai qu'on peut vite se faire mal sur les bateaux. Forcément, on augmente la vitesse, les vagues elles sont pas de plus en plus petites, donc on augmente les chocs et ça. Et puis ça devient un petit peu aussi des nouveaux mouvements. Ouais, tout à fait, parce que du coup je vais pas trahir de secret, mais le fonctionnement du foil c'est loin d'être la vie en rose et la perfection. Donc il y a des phénomènes parfois de ventilation, de bulles d'air, donc le profil du foil décroche. Donc quand ça t'arrive, quand le bateau est à 25 ou 30 nœuds et que d'un coup il retombe sans être bien haut, mais il suffit qu'il retombe un petit peu mal sur une vague, et ben du coup les chocs sont terribles sur le bateau. Donc effectivement c'est possible. Je pense que c'est fort probable que effectivement la limite ce soit un peu l'être humain qui à un moment donné dise stop, on va éviter de se casser soi déjà. Faut pas casser non plus les bateaux, on en a parlé, les bateaux peuvent aussi être un petit peu fragiles, donc il faut faire attention. Donc c'est sûr que le résumé ça va être la maîtrise, je pense. Est-ce que dans certaines conditions, les marins seront casqués à l'intérieur? Alors, casqué, nous il y a un casque qui traîne là, bah tu vois. Ouais, voilà. Okay. Donc casqué, oui c'est possible. À l'intérieur, je sais pas, parce que forcément à l'intérieur tu passes du temps à l'intérieur, parce que quand t'es cramé, qu'il fait froid, qu'il fait 3 degrés dehors, que t'as faim, que t'as pas dormi, et que les conditions sont dantesques, je pense qu'à un moment donné t'es peut-être mieux à être à l'intérieur à l'abri. Donc j'ai envie de dire c'est possible. Après je suis pas sûr que tu sois plus protégé à l'intérieur du bateau qu'à l'extérieur, surtout sur un bateau comme le nôtre où on a un cockpit qui est extrêmement protégé et au final tu as quand même globalement assez peu d'eau à rentrer dans le cockpit. Donc tu peux aussi être à l'extérieur en veille, la main sur les écoutes, dans un contexte qui est relativement abrité. Très bien Nicolas, écoute, je te remercie pour toutes ces informations et pour cette visite qui était fort instructive sur ce bateau vraiment spécifique que personnellement j'aime beaucoup. Et au nom de Voiles et Voiliers et de ses lecteurs, écoute, je te remercie. Merci à vous. À bientôt.